sommes, mesdames et messieurs, l'émission Regard au micro et en direct, Wilfried Awassou, Maurice Guédenon et Jacques Koucheme. Les démissions. Alors, tout est parti par la démission du fils, Tchabi Yahi. Il a démissionné. Quelques heures après, on apprend également que Yahi Boni a démissionné non seulement de la tête du parti Les Démocrates, mais il se retire complètement de cette formation politique. Il prend cette distance vis-à-vis du parti politique de l'opposition Les Démocrates. Du coup, on se demande quel avenir pour ce parti. Il est vrai qu'on apprend que les responsables, les militants ne sont pas prêts à accepter la démission du leader de ce parti. Maurice, Jacques, voilà Jacques. Ça vous étonne? Un non-événement, la démission de Yahi Boni de la tête des démocrates? C'est relatif. C'est relatif, hein? Ce que je sais, c'est que au moment où le parti, certaines personnalités s'acharnaient pour mettre en place, pour créer les démocrates, lui, Yahi Boni, il se battait contre Paul Houmpoué. Il faut qu'on se rappelle cela. Donc c'est lorsqu'il a perdu définitivement de l'autre côté, c'est qu'il s'est rabattu sur LD. En tant qu'ancien président, il avait une caution morale qu'il apportait. Il a refusé, après ses 10 ans de mandat, de prendre de la hauteur pour qu'il devienne peut-être un jour le dernier recours. Il voulait être dans les feux de l'action et je crois qu'il y est resté jusqu'à aujourd'hui. Il démissionne après une série d'événements et c'est là qu'il faut s'interroger, se demander ou du moins l'analyse qu'il faut produire ou qu'il faut faire. Pour moi, ce sera autour de 2 axes. Un premier axe, ce qu'il a commencé, il faut qu'il termine. Un second axe, d'accord, il laisse tout ça acquis. Et lorsque je prends le premier axe, vous vous rappelez les conditions dans lesquelles il a pris la présidence. Il était président d'honneur, donc pas de fonction officielle, il jouait un rôle moral, une caution morale pour le parti. Et au congrès de Parakou, on sait réellement ce qui s'est passé. Il décide d'être actif au sein du parti et prend la présidence. Et relègue le président au rang de premier vice-président. Et ce premier vice-président ne l'est que de titre. Dans la fonction et tout, le président a donné dérogation à d'autres pour un certain nombre de choses. Lui, il est là seulement en temps. Et donc, c'est dans ça qu'ils ont conduit le parti. Et il faut rappeler que le congrès de Parakou, c'est après les élections législatives de 2023 où le parti a pu obtenir 28 députés. Donc le parti a obtenu des élus sous la présidence de l'actuel vice-président. Il faut que cela soit clair dans la tête des gens. Après cela, lui, il est venu prendre le parti selon la rumeur pour éviter un Houmpoué bis. Le premier vice-président actuel a laissé faire. Sous lui, déjà, premier échec, l'imbroglio autour de la désignation du candidat du parti. Nous avons suivi tous après ce qui s'est passé. Le parti a pu participer à l'élection, ou du moins aux élections législatives du 11 janvier dernier, n'a pas su réunir les 10%. Et donc, nous avons constaté, on peut dire que sous sa présidence, il y a eu ce qu'on peut qualifier de déclin du parti. Mais pourquoi? Je ne saurais vraiment. Sinon, ce n'est pas la grande préoccupation. Mais on remarque que sous lui, il y a eu tellement d'opposition. Puisque sous lui, il faut reconnaître que c'est l'opposition radicale. C'est la guerre de tranchées. Ce n'est pas la guerre véritablement des idées. Ou du moins, ce n'était pas la guerre des idées. C'est que je suis contre une personnalité, je suis contre un individu. Tout ce que cet individu-là décide de faire est mauvais. Il faut aller contre. Ça nous a conduit là où on est. Aux élections législatives, le parti n'a pas su franchir d'abord dans un premier temps. Ils ont franchi le seuil des 10%. Seulement que la loi, au niveau des circonscriptions législatives, il fallait réunir 20%. Le parti n'a pas pu réunir les 20% partout. N'ayant pas stratégiquement. Dans plus de 13 circonscriptions. Oui. Et donc, le parti n'ayant pas signé des accords de gouvernance ou des accords de législature, il a été mis de côté. Ça, c'est le premier axe. Donc, en termes de gouvernance, et que les gens reprochent à tout ça, c'est le mode de gouvernance au sein du parti. Il y a eu des frustrés et tout. Et lorsque je prends mon second axe d'analyse, voilà, nous sommes arrivés à une situation où
on est dans une perspective où le parti va traverser pratiquement 7 ans sans pas de financement public. Et nous avons tous suivi lorsque le financement public des partis politiques n'a pas été assuré, je crois, en 2025, je crois. Tout le brouhaha que ça a suscité en leur sein. Et les frustrations ont augmenté. Nous avons constaté, après ces séries d'échecs, qu'il y a une frange de ce parti qui veut aller soutenir un des 2 candidats en lice. D'accord? Et j'ai comme l'impression que c'est un prélude ou par anticipation à ce qui peut arriver d'ici à là, que le père et le fils ont décidé de prendre leur distance pour que ce ne soit pas sous lui. Sous eux, parce que le fils aussi a des responsabilités dans la direction du parti en tant que secrétaire aux affaires extérieures, je crois, ou un truc comme ça. Donc, c'est peut-être en prévision de ce qui peut arriver, par anticipation, décide de prendre sa distance. Ils ont claqué la porte. Pour qu'on ne dise pas après, c'est la même chose qu'on reprochait qui nous a conduit jusqu'à là. Alors, j'ai pas fini. Allez-y, parce que là, c'est la même chose qu'on est en train d'observer qui nous a conduit jusque là. Donc, l'un dans l'autre, il démissionne et vous allez constater que avant de démissionner, depuis décembre, il est devenu curieusement aphone sur le terrain politique. On le voit beaucoup plus dans des activités religieuses, avec sa guitare. Et puis bon, on s'est dit, enfin, voilà, il veut maintenant tenir sa promesse de 2016 où il a promis devenir pasteur lorsqu'il ne sera plus dans la charge présidentielle. Lorsque nous prenons les 2 axes et que nous les combinons, nous nous rendons compte que tout ce qui a poussé à cela, il est reproché souvent une gestion opaque du parti. Nous avons également vu un autre parti qui fait partie du cadre de concertation de l'opposition qui a claqué la porte récemment et qui reprochait également une gestion opaque des finances parce que quand ils se sont mis ensemble, ils ont dû mettre les ressources ensemble pour animer l'opposition et lui aussi il leur reproche. Donc l'un dans l'autre, il y a la gestion, le management politique au sein du parti qui est à l'origine de cette situation. Donc pour vous, est-ce qu'on peut parler d'une fuite en avant au niveau de Yahi Boni? Se voyant dépassé, il a lâché le navire. De toutes les façons, qui est en pleine mer, est-ce que vous le dites? C'est une fuite en avant. De toutes les façons, lorsque ou bien on l'a poussé à la démission. De toutes les façons, lorsque les cadres du parti se sont concertés, d'abord dans un premier temps, ils sont allés le rencontrer et puis après, hier, ils ont refusé sa démission. Ce qui présume que il faut qu'il continue d'assumer la direction du parti. S'il y aura naufrage, ce sera sous lui. Si le parti va se relancer, ce sera encore sous lui. Alors, donc toute sa responsabilité est engagée. Maurice Guédénon, quand on regarde les événements qui ont précédé la démission de Yahi Boni de la tête du parti Les Démocrates, et puis de sa décision de prendre ses distances vis-à-vis du parti, est-ce que quelque part l'on ne serait pas tenté de dire que l'homme se sent trahi, se sent abusé, et qu'il n'a plus le choix que de partir, de vite quitter les choses? Moi, je dis qu'il a capitulé. Il a capitulé? Oui. Ah bon? Oui. Vous savez... Qu'est-ce qu'il gère encore? Mais écoutez, venir prendre la tête d'un parti qui avait des députés, ou qui a pu avoir des députés en 2023, et que sous votre présidence, le parti aujourd'hui n'a pas de députés. Le parti n'ira pas aux élections présidentielles. Le parti n'a pas de même si en 2023, quand l'autre, Éric Monete, présidait les destinées du parti, il n'y avait pas de même parce que le parti n'avait pas encore eu la chance d'aller aux élections communales. Aujourd'hui, on peut dire que le retour à la tête de Boni Yahi à la tête des démocrates a été un échec. Un échec qu'il a, après plusieurs réflexions, a lui dit, bon, écoutez, il faut partir complètement pour les laisser gérer. Parce que le parti, ce n'est pas que pour la famille Boni ou Boni Yahi. Ils ne sont pas que les responsables. C'est plusieurs militants
qui sont dans ce parti. Moi, je pense qu'il a pris une décision sage. Parce qu'on l'avait fait président d'un creuset, hors de la maille, de la chamaille politique, des guégués politiques. On ne va plus revenir. Moi, je pense que si Yahi a forcé pour revenir sur la scène politique, et toujours, il y avait cette guégué avec celui qui s'en va, qui bientôt ne sera plus président. C'est la guégué Talon Yahi qui a fait que, je pense que Yahi est revenu dans la scène politique, en reprenant la tête du parti. Je pense qu'aujourd'hui, Talon, en mai, va passer la main à quelqu'un d'autre. Parce qu'en avril, le 12 avril, il y a une élection. Yahi se voit désormais son adversaire direct, son ami d'avant, qui est devenu à un moment donné son adversaire politique, il faut le dire, ne sera plus la scène. Alors, pourquoi continuer le combat politique si j'estime que mes enfants sont assez grands pour se gérer eux-mêmes? Parce que ces enfants ont commencé même pas à se gérer. Au début de la création du parti, il était président, il était un sage que les conseils. Et il était quelqu'un vers qui ils vont pour prendre des conseils. Je pense que ce choix de Boni Yahi, comme je l'ai dit, après réflexion, il a capitulé, il a compris que si beaucoup l'ont désigné comme le premier responsable de l'échec des LD aux différentes élections. Vous savez, vous avez vu tout ce qui a eu tout ce à quoi on a assisté. Est-ce que c'est lui qui a demandé à Michel Sodinou de disparaître avec son parrainage? Non, mais Michel Sodinou a quand même posé des conditions, vous avez dit. Est-ce que c'est Yahi Boni qui a demandé aux députés, aussi députés, de démissionner du parti et de renforcer le bloc au niveau de la mouvance afin que la révision de la Constitution soit actée? Non, c'est pas Boni Yahi. Mais j'espère que vous n'êtes pas sourd aussi au discours qu'on a tenu. Je pose la question. Non, parce que je le dis, Est-ce que l'homme n'a pas été contraint de prendre cette décision parce qu'il estime que désormais il y a le vide de lui? Mais on a écouté tous ces discours-là. Wilfried Awassou. Toutes ces accusations ont commencé par sortir à partir de quel moment? Est-ce qu'on attendait ça avant Michel Sodinou, avant de demander à ce que qu'on le retourne son parrainage aussi, avait dit qu'il avait demandé à ce que plutôt on désigne, qu'on s'asseye pour discuter de comment ils vont désigner celui qui sera le duo ou ce qui sera le duo qui va conduire, mais que ça n'a jamais été discuté et que on attend Boni Yahi. Donc après toutes ces accusations, raison pour laquelle j'ai dit il a capitulé, après toutes ces accusations, après tout ce qui se dit, si le parti des militants démissionne et tout, il s'est dit mais écoutez, à quoi bon de continuer ce combat si on a tout perdu et que en 2023 on est sûr de ne pas aller aux élections parce qu'ils n'auront pas de maire, de parrain, c'est ce que je veux dire, de parrain en 2033. Donc vous voyez, avec son âge, il est temps de se ranger et de laisser les enfants continuer leur apprentissage et faire face à leur destin. C'est une décision sage pour moi. Oui, pour moi. Et son fils aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, lui, il a des affaires devant la justice. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer dans un combat où vous perdez toujours, où vous perdez tout le temps? Raison pour laquelle, quand le parti a pris la décision, les responsables du parti n'ont pas rejeté la démission du fils, mais plutôt du père. Mais je pense que eux, selon ce qu'ils auraient souhaité, c'est que c'est peut-être, comme Yahi a pris la tête du parti lors d'un congrès, que Yahi peut-être attend un autre congrès pour passer le témoin. Ça serait beaucoup plus sage. Mais je pense qu'il n'y a pas que Yahi. Moi, je pense que cette décision doit être la décision de tous les anciens. Oui, Maurice, je vous pose une question. Après les 2 différentes élections organisées par le Bénin, où pratiquement les démocrates se retrouvent sans aucun député à l'Assemblée nationale, vous l'avez rappelé, sans aucun conseiller communal, sans aucun maire. Finalement, qu'est-ce que Yahi Boni va gérer? Qu'est-ce qu'il va encore gérer? Il a compris que pour les 7 prochaines années, encore qu'il y a la trêve qui va commencer après, et la trêve, c'est pas le silence, mais la chamaille politique va s'arrêter. Donc, son adversaire direct ne sera plus activement politiquement, il ne sera plus actif politiquement. Donc, il faut comprendre aussi que son départ de la scène politique, c'est vrai qu'il a parlé
il a évoqué des raisons sanitaires, il a parlé beaucoup plus de son état de santé qui s'est dégradé ces dernières années à cause de beaucoup, donc il a voulu se reposer, mais on ne peut pas dissocier ce retrait de la scène politique du retrait aussi, s'il faut le dire, de Patrice Talon de la vie politique, de la vie politique, du politiquement, comme on le dit, parce que... Mais Patrice Talon, lui, il a dit qu'il sera actif. Non, mais dans l'élection de celui qui sera son... Je pense qu'en tant que prochain sénateur, Patrice Talon sera discrètement actif. Oui, discrètement. Le problème, c'est que Yahi Boni a renoncé à siéger au Sénat. Il peut le rappeler. Et c'est son honneur. Ce n'est pas normal que vous faites des déclarations publiques et vous revenez plus tard sur cette décision. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ces émotions lorsqu'on est une personnalité publique. Dès la révision de la Constitution, il a été le premier à dire « je ne vais pas siéger ». Lorsqu'on a posé la question aux autres, qu'on a identifié, ils ont dit « pour le moment, ils ne peuvent pas se prononcer ». Il a été le seul à dire publiquement qu'il renonçait à son siège. Oui, je veux voir à l'installation des membres du prochain Sénat, du tout premier Sénat, mais peut-être s'il a dit dans un contexte donné. Je veux voir si quel contexte. Ce contexte a-t-il changé? En tant que président du parti Les Démocrates, il ne pouvait pas siéger. Est-ce que non? On n'a pas interdit à un président de parti de siéger. Non, mais je pense qu'en tant que président, c'est pas bon de siéger. On a juste demandé, s'il vous plaît. Vous me permettez rapidement. Je pense que si Yahi doit siéger au Sénat, c'est en qualité d'ancien président de la République. Donc pas en tant que président de parti. Qu'il a dit dans oui, donc, je pense, je peux revenir sur sa décision et le peuple béninois va le comprendre. Oui, Jacques l'a dit, il ne faut pas prendre des décisions sur des coups d'émotion, mais nous sommes des humains et on peut faire des erreurs et après revenir sur ces erreurs. C'est pas parce qu'on a été dans la plus haute fonction d'un pays qu'on n'est pas, que l'erreur n'est pas permise. Non, il faut d'abord, je suis désolé. On peut dire des choses et après revenir sur ce qu'on a dit. S'il y a possibilité de corriger quelque chose, il faut corriger. Je pense que je laisse Jacques continuer son analyse. Oui, Jacques, oui. Non, donc je disais que lorsqu'il faisait sa déclaration, il ne devrait pas siéger au Sénat en tant que président de parti. La nouvelle constitution a été très claire. C'est en tant qu'ancien président de la République. Et le monsieur a dit, je ne cherche cette révision et en conséquence, je ne vais pas siéger. Revenir signifie qu'il cautionne désormais ce qui ont battu. Il n'a pas encore dit qu'il veut. Personne n'a dit qu'il a dit. Okay. Mais est-ce qu'il ne faut pas souhaiter qu'il accepte? Bon, moi, je ne. Oui, quand vous dites non, moi, c'est pas ma nature. Oui, parce que... C'est pas ma nature, s'il vous plaît. Ce n'est pas à moi de dire il faut qu'il siège ou il ne faut pas qu'il siège. C'est quand même une institution de l'État. Le factuel nous oblige à analyser la chose de cette manière. En tant qu'ancien chef de l'État, la nouvelle constitution l'autorise à siéger. Et c'est en connaissance de cause qu'il renonçait à siéger publiquement. Ce n'est pas une déclaration dans son cercle privé. C'est public. À partir de ce moment, on prend acte de ça. Maintenant, s'il revient, nous attendons. S'il revient sur sa décision, nous attendons de voir quel argument il va fournir. Est-ce que cela voudra dire qu'il cautionne désormais cette révision qu'il a combattue? Nous allons aviser. C'est ce que je dis. Le problème, ce n'est pas de dire il faut qu'il siège ou il ne faut pas qu'il siège. Mais nous partons de sa déclaration ou de cette déclaration où c'est librement. Et parce qu'il n'est pas d'accord avec la révision qu'il dit je ne siège pas. Maintenant, s'il revient sur sa position, ça veut dire qu'il ramasse sa vomissure. Vous m'excusez le terme, mais c'est cela.
Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Non, et je pense que la révision de la Constitution est désormais derrière nous, et depuis, et les choses continuent. On sait qu'il y a eu, c'est sa nature. Donc pour vous, il faut souhaiter qu'il siège au sein de ce du Qu'est-ce Sénat. que nous voulons dans ce Bénin aujourd'hui? La paix, rien que la paix. Si Yahi, avec son titre d'ancien président, mérite de siéger au Sénat et que par le passé, sur un coup de tête, de colère, il avait dit « je ne siégerai pas », aujourd'hui, peut-être que la sagesse l'a animé davantage, il revient sur sa décision, on passe à autre chose. Il siège, c'est pas parce qu'il avait dit non, on va pas continuer à revenir sur les propos d'il y a quelques mois. Non, Wilfried Dawaso. Vous ne voulez pas qu'on ajoute un passé? Non, mais écoutez, qui ne fait pas d'erreur, qui n'a jamais dit, peut-être c'est lui, ça là je ne le ferai pas. Mais après, le moment d'après, mais pourquoi aussi tant de colère mais alors nous travaillons tous pour la même cause. Le combat de Yahi, c'est pour le bien-être des Béninois. Le combat de Patrice Talon, c'est pour le bien-être des Béninois. Et le combat de tous les Béninois, c'est pour que les Béninois se portent mieux et mangent. Et donc, si on peut se donner la main pour continuer à faire évoluer ce pays-là, nul ne sera de trop. Voilà, rapidement un mot sur les mouvements de soutien qui naissent tels des champions dans le pays, alors que la mission essentielle qui incombe aux partis politiques, c'est d'animer la vie politique. Finalement, on se dit, mais où sont les partis politiques dans un contexte où parfois les responsables de ces mouvements appartiennent à ces partis politiques? Est-ce que ce n'est pas là une faille au niveau de la réforme du système partisan? Faille, je dirais que on a commencé par noter la faille au niveau de la réforme du système partisan depuis cette réforme n'a pas permis. De ça aujourd'hui, Wilfried Dawaso, vous l'aviez dit, les mouvements naissent chaque week-end, mais qui anime? C'est vrai, tous ces mouvements ne sont pas, c'est pas tous les responsables de ces mouvements qui sont des membres des partis politiques. Il y en a qui ne sont pas, parce que certains ne se retrouvent pas dans ce qui se fait au sein de ces partis politiques-là, et qui veulent contribuer au développement ou à l'événement d'un nouveau régime ou d'un régime donc ceux-là aussi créent leur mouvement pour accompagner ceux qui animent aujourd'hui la vie politique en dehors des partis. Les mouvements aussi, la faveur électorale, ce sont les mouvements qui nous montrent aujourd'hui que nous sommes dans la faveur électorale. Est-ce qu'on ne retombe pas dans les anciennes pratiques, celles-là que nous avons combattues avec la réforme du système partisan? Wilfried Dawaso, si on l'a toujours dit, si nous voulons améliorer le taux de participation, il faut compter sur le mouvement aussi. Les partis politiques, toutes tendances confondues, sont allés aux élections législatives. Même si on a dit que avant le taux était élevé parce que les gens cherchaient les cartes d'électeurs et s'inscrivaient sur les listes par eux-mêmes. Aujourd'hui, ce n'est pas systématiquement. Mais si vous mettez de côté les mouvements et que vous voulez continuer, oui, à cause de la réforme, les mouvements vont animer, mais après l'élection, s'estompent. Les mouvements sont créés de façon circonstancielle. Moi, je pense que dire que les mouvements, la naissance des mouvements est un échec, je vais dire non, l'échec, on constate l'échec depuis que on n'a pas pu, avec les réformes, on n'a pas pu mettre fin à la transhumance politique et à beaucoup de choses qu'on a constatées. Mais je pense que l'élection présidentielle, c'est une question d'homme, d'individu, de celui qui vient là. Comment il est attaché à moi? Pour cela, c'est pas parce qu'il est de tel parti politique forcément que non. Parce que je sais qu'il peut faire le travail, il peut continuer à réaliser, à faire ce que nous avons vu de bien. Pour cela, je ne suis pas membre d'un parti politique et je sais que je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux à ne pas être membre d'une formation politique, mais nous souhaitons l'accompagner. Pour cela, on se met ensemble pour l'accompagner. Et après, c'est pas forcément. C'est vrai que à la fin des élections, on pouvait attendre, Jacques. On pouvait attendre le mot d'ordre des responsables des partis politiques dans cette dynamique, non? Je regrette que ce sujet-là vienne en dernière position. Ça devrait constituer le plat de résistance de cette émission. On en reviendra à nous, n'en faites pas. Je vais vous dire un truc. Ça fait partie du passé honteux
qu'il faut dénoncer. Je le dirai la sans création des état mouvements de soutien. Donc c'était un recul, hein? Je vais vous demander de vous remémorer de ce qui s'est passé en France avec l'avènement de Macron. Il est membre d'un parti politique. Il est sorti créer un mouvement. Il a fait créer des mouvements satellites. Aujourd'hui, le parti dont il faisait partie, quel est son poids politique? Je veux parler du Parti socialiste, où il est devenu centriste et tout. Donc, c'est pour vous dire quoi? La naissance de ces mouvements, et surtout que lorsque nous observons que les leaders ou ceux qui se présentent comme les promoteurs, quand bien même nous savons qu'il y a des mains invisibles derrière, et ça a toujours été le cas, c'est des choses dont on a l'habitude depuis toujours. Et c'est pour refuser ces choses-là qu'il y a eu sans doute la réforme du système partisan. Et je ne voudrais pas aller dans le sens qu'il y a échec du système partisan. Non, c'est une épreuve. C'est pour éprouver. Une faille, hein, une faille. Hein. Je dis c'est pour éprouver. Okay. La naissance du mouvement vient éprouver le système partisan mis en place. Est-ce que ces mouvements vont réussir à baisser l'aura de ces partis politiques? Parce que ce que beaucoup ne perçoivent pas à travers ces actions, qui sont bien pensées et stratégiques, c'est que nous avons aujourd'hui, et pour la première fois au Bénin depuis 1991, si vous voulez, des candidats choisis par les partis politiques. Et ce sera la première fois que ce soit des partis politiques qui disent voilà celui qui va diriger le Bénin. Ce ne sont pas les partis politiques qui se sont ralliés à la vision des duos de candidats. Mais c'est plutôt les partis politiques qui se sont concertés et dit voilà les duos de candidats que nous présentons, donc qui vont défendre nos visions, nos projets de société. D'accord? Et donc, qu'on me dise que des gens qui appartiennent encore à ces mêmes partis politiques se lèvent pour créer des mouvements de soutien à quelqu'un qu'eux-mêmes ils ont dit qu'ils choisissent, et vous voulez que moi j'accepte ça comme ça, que c'est normal, et que c'est pour dynamiser la mobilisation. D'accord. On se donne rendez-vous au soir du 12 avril ou au petit matin du 13 avril pour voir quelle amélioration on aura du taux de participation. Qu'on ne se trompe pas. La naissance de ces mouvements, je prends un cas. À partir de maintenant, comme je vous le disais, les partis politiques, quel que soit le candidat, le duo de candidats qui sera déclaré vainqueur, ils seront redevables à leur parti politique ou les partis politiques qui les ont désignés et ont travaillé à leur élection. Ce ne sera pas le contraire. Ce sera la première fois qu'on n'aura pas un président tout puissant. Disons la chose, et c'est là le problème. Ceux qui veulent venir, et surtout là où on observe la création de mouvements, et vous allez constater que dans cette création de mouvements, il y a un biais. On ne crée pas les mouvements pour soutenir la candidature du duo de candidats. Mais c'est énormément cité. C'est une faille dans ce qui a été mis en place. Ce ne sont pas des mouvements pour soutenir le duo de candidats. Mais c'est pour soutenir le candidat tant. Vous comprenez? Et tout ça, on doit tenir compte de ces paramètres. Donc, je disais, lorsque vous regardez, ces mouvements sont redevables à un individu. Mais si le monsieur, ou du moins c'est l'individu, il a besoin d'un ancrage partisan. Il est à la recherche d'un ancrage partisan. Et donc, pour ne pas trop dépendre des partis politiques, c'est évident que la naissance de ces mouvements vont fragiliser les partis politiques, d'accord? Et donc, dans la fragilisation des partis politiques, on en viendra à un moment où, après élection, comme en France, on nous dira,
ces mouvements-là, on va créer un grand creuset, on va les regrouper tous, et après on va nous dire qu'il y a naissance d'un nouveau parti politique. Et puis, c'est une volonté manifeste de fragiliser les partis politiques déjà forts sur le terrain.